Merci aux organisateurs de m'avoir invité de parler de biodiversité et écologie. Donc, on peut penser que la recherche sur la biodiversité et l'écologie est forcément bien pour le développement durable. Pour beaucoup de choses, c'est effectivement le cas, mais ce n'est pas toujours si évident que ça. Je vais vous donner quelques exemples, et surtout concernant les grandes bases de données de diversité génétique. Donc, premier constat, c'est que la recherche sur la biodiversité a basculé dans l'ère de big data ou des très grandes bases de données dans les années 2000, avec plusieurs types de grandes bases de données, allant de données génétiques jusqu'à des données sur des écosystèmes. Et je vais vous montrer un exemple, surtout en regardant les données sur génétique, que ça a complètement basculé notre façon de regarder la biodiversité. Et ça pose plein de questions, ces grandes bases de données. Qui les gère? Qui a accès? Qui en profite de ces bases de données? Et quelle est leur utilité pour le développement durable? Donc, premièrement, un petit constat sur l'état actuel de ce qu'on appelle Digital Sequence Information. Je vais utiliser les mots qui sont utilisés dans le cadre, les contextes de négociations internationales sur la question de données, surtout liées avec les données génétiques, mais pas seulement. Donc, on a d'un côté les gens qui vont fournir des données. On a des données publiques et privées. Ici, surtout, j'ai insisté sur les données qui sont ouvertes et publiques, et les gens qui vont exploiter ces données. Donc, en termes de création de données, il y a des milliers et des milliers de chercheurs qui fournissent des données, et on a des grandes initiatives au niveau international pour créer ces données génétiques. Donc, je vais vous donner quelques exemples ici, avec l'un des plus importants, le plus ambitieux, c'est-à-dire d'avoir des données génétiques sur la totalité des espèces sur Terre. Donc, il y a à peu près 8 millions, avec 5 millions d'espèces qui sont probablement inconnues. Donc, c'est extrêmement ambitieux de faire ça. Toutes ces initiatives-là, ils affichent à la fois des volontés de faire des choses pour la recherche et les connaissances de base, mais aussi pour des choses plus finalisées. Ce qu'on voit ici de côté, exploitation de données. Il y a côté découverte. Depuis un petit peu plus d'une dizaine d'années, on était obligé de complètement redessiner l'arbre de vie à cause des données collectées génétiques sur l'ensemble des espèces sur la planète. Complètement changer notre façon de la structure de l'arbre de la vie. On est en train de complètement revoir la façon dans laquelle les écosystèmes fonctionnent à cause de ces données. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Ces données sont aussi indispensables pour la conservation de la biodiversité, mais aussi pour comprendre comment les espèces et les écosystèmes vont répondre à les impacts que l'homme a sur ces espèces, par exemple, sur le changement climatique. Et il y a aussi une grosse composante biotechnologie. Donc, on a des grands utilisateurs en termes de pharmaceutiques, de cosmétiques, d'agriculture et de chimie verte. Donc, quelques exemples. Première chose, qu'est-ce que ce type de données nous fournit en termes de meilleure compréhension de notre planète? On est en train de découvrir les espèces qu'on ne savait pas exister et ils jouent un rôle majeur dans le fonctionnement de notre planète. Donc ici, par exemple, une étude, donc quelqu'un dans notre laboratoire a participé, on pensait que le carbone qui est stocké dans l'océan était principalement piloté par les grandes diatomées. Et en fait, il y a plein de tout petits organismes qui font de photosynthèse et qui stockent du carbone, qui tombent au fond des océans et qui stockent énormément de carbone et qui nous aident à atténuer le changement climatique, qui pilotent le bilan de carbone à l'échelle planétaire. On est juste en train de découvrir ces espèces et leur fonctionnement dans le cycle de carbone. Je travaille sur le cycle d'azote.
notre connaissance de le cycle d'azote était complètement bouleversée par des études de métagénomique depuis une dizaine, quinzaine d'années. Donc, on peut poser les questions, est-ce qu'on est en train de collecter le type de données qui vont nous aider à aller vers une meilleure compréhension de le développement durable? Donc, aller au-delà de juste de découverte. Je vais juste prendre un exemple des travaux qu'on a fait il y a quelques années sur notre capacité de prévoir et aussi aider les espèces à s'adapter au changement climatique. Donc, pour l'instant, la quasi-totalité des modèles mathématiques qui prédit l'impact du changement climatique sur les espèces ne prend pas en compte leur capacité de s'adapter. Donc, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas des modèles mathématiques qui incorporaient ces capacités d'adaptation, et on n'avait pas des données. On a maintenant des modèles qui intègrent l'évolution, donc le génétique, les dynamiques de population, de démographique, et l'écologie. Et donc, on peut commencer à prédire quel est l'impact du changement climatique sur la biodiversité en prenant en compte l'adaptation. Qu'est-ce qui nous manque? Le problème, c'est que la grande majorité de données qu'on est en train de collecter et mettre dans cette grande base de données génétique ne prend pas en compte l'importance de la variabilité génétique interspécifique, c'est-à-dire entre les individus dans la même espèce. Sans cette information et sans savoir quelle est l'importance pour l'adaptation de ces espèces au changement climatique, ces données ne fournissent pas notre capacité de prédire la réponse des espèces au changement climatique. Donc, on n'est pas en train de collecter les types de données qui sont absolument essentiels pour faire ça. En plus, on ne peut pas prédire la réponse de ces espèces au changement climatique sans que les données génétiques soient collectées au même temps que des données écologiques, des données sur les interactions avec des autres espèces, avec des données sur l'environnement. Et donc, il faut que ces bases de données génétiques sont réfléchir en termes de cette intégration de collecte de données ensemble. Donc, est-ce qu'on a réfléchi par rapport à ça? Oui, donc il y a un programme qui s'appelle GEOBON, qui est le Global Earth Observation System. Donc, ça, c'est le composant de Biodiversity Observation Network. Donc, où exactement on a une idée de comment il faut collecter des données génétiques pour faire en sorte qu'on peut prédire l'impact de l'homme sur la biodiversité et comment on peut aider les espèces à s'adapter au changement climatique et haute pression sur les biodiversités. Et ça se focalise surtout sur la diversité intraspécifique entre les individus dans une même espèce. Donc, pourquoi fait-on pas ça? Parce qu'il n'est pas sexy. Donc, il est plus facile à vendre aux financeurs que je vais faire le barcode de la vie ou je vais faire la génétique de toutes les espèces sur toute la planète que de faire cette recherche qui est absolument fondamentale pour notre compréhension à la fois de la biodiversité, donc la recherche fondamentale, mais aussi pour de recherche plus finalisée. Donc, premier constat. Deuxième constat, donc, comment va-t-on utiliser ces données? Et donc, je vais utiliser l'exemple qui vient de l'agriculture parce que c'est la partie que je connais le mieux. Donc, comment peut-on utiliser ces grandes bases de données génétiques pour améliorer la durabilité de l'agriculture? Donc ici, vous avez sur cette panel ici, de votre droite, les approches plutôt biotechnologiques et sur votre gauche, des approches qui sont plutôt basées sur la biodiversité, c'est-à-dire on va augmenter la diversité biologique dans les systèmes agricoles. Donc, et il faut dire qu'il y a un spectre là, donc ce n'est pas que la biologie synthétique qui est purement biotechnologique et que des mélanges variétals, c'est purement biodiversity-based. Donc il y a un peu un gradient entre ça. Donc, à l'heure actuelle, et qui aussi dans le passé, on est très
orienter vers les solutions technologiques. On adore les solutions technologiques pour beaucoup de nos problèmes. Et je vais revenir sur pourquoi. Donc, je ne pense pas que j'ai besoin de vous convaincre que des solutions biotechnologiques qui peut être assez intéressant de voir du maize qu'on a créé qui est moins apte d'avoir un stress hydrique, ça peut être que de bien. J'ai peut-être besoin de vous convaincre que certaines de ces biodiversity-based solutions sont intéressantes. Donc, je vais utiliser un exemple. Donc, il y a plusieurs équipes dans notre laboratoire qui travaillent sur ce type de questions. Donc, on peut mélanger des différents génotypes d'une même variété, de même espèce, pour faire des cultures, des grandes cultures dans ce cas-là, qui est le blé. Et on peut poser la question, est-ce qu'un mélange des variétés est plus productif et plus résistant aux maladies qu'une seule variété? Et la réponse est presque systématiquement, pas toujours, presque systématiquement oui. Donc, sur cette graphique ici, vous voyez sur votre gauche que surtout sous forte pression des pathogènes, un mélange de variétés de blé est beaucoup plus productive et plus résistant aux maladies qu'une seule variété. Donc, et la base de tout ça, c'est cette variabilité génétique qui peut avoir plusieurs. Il y a ici 5 facteurs qui peuvent expliquer pourquoi les mélanges de variétés produisent plus qu'une seule variété. Donc, extrêmement intéressant. Pour l'instant, on a quand même un certain niveau de financement sur ce type d'approche, mais il est très très loin d'avoir le même type de soutien que les approches biotechnologiques. Donc, pourquoi devrait-on potentiellement, pour la question de développement durable, avoir un focus plus sur les approches basées sur la biodiversité? Donc, premièrement, parce que les approches basées sur la biodiversité, soit les mélanges variétals, soit les mélanges d'espèces, soit plus de variétés au niveau des paysages, on a démontré que ça augmente de la biodiversité en dehors de ça, des pollinisateurs, des autres espèces, des oiseaux et autres. Les approches biotechnologiques, on a déjà démontré que certains d'entre eux, donc certains OGM, ont des effets néfastes sur la biodiversité. Et ce qui inquiète, surtout, grande discussion, débat au niveau international, qu'est-ce qu'on va faire avec la biologie synthétique? Il y a une énorme peur, pas sans fondement, qu'on ne connaît pas les impacts potentiels de la biologie synthétique sur la biodiversité. Donc, on est dans le grand inconnu de ce côté-là. Deuxièmement, la diversification de l'agriculture est le fondement de la transition agroécologique. Et ce n'est pas forcément nécessaire, et ça c'est parce que les solutions technologiques s'en servent dans un contexte économique, social et politique qui fait en sorte qu'en général, ils bloquent des situations pour faire en sorte qu'on ne peut pas s'en sortir des approches non agroécologiques. Je donne juste un exemple sur la question de betterave. La promesse d'une variété qui est résistante aux maladies a bloqué en partie la transition de culture de betterave vers quelque chose qui était beaucoup plus diversifié avec une lutte intégrée contre des pathogènes et des insectes. Donc, ce n'est pas forcément le cas, mais malheureusement, on peut faire le constat que souvent, les approches biotechnologiques empêchent l'évolution vers les approches plus agroécologiques. Donc, un autre élément est que, une fois de plus, ce n'est pas un composant obligatoire des approches biotechnologiques, mais en général, des approches basées sur la biodiversité donnent beaucoup plus de pouvoir et de rôle joué par les agriculteurs, et les approches biotechnologiques, parce qu'ils demandent énormément
de moyens tendent à concentrer les pouvoirs dans les mains de très peu d'entreprises. Et pour terminer, une fois de plus, c'est surtout dans le contexte social, économique et politique des solutions biotechnologiques nous met dans un esprit qu'on n'a pas besoin de changer. On peut continuer à juste faire ce qu'on fait actuellement sans faire les transformations fondamentales qui sont absolument nécessaires, par exemple, dans notre système alimentaire. Oui, on a besoin d'avoir des systèmes agricoles plus productifs, surtout en Afrique subsaharienne. Mais quand on fait des scénarios de ce qu'il faut faire à l'échelle planétaire pour gérer les crises de biodiversité et gérer les crises pour le climat, ça fait une petite partie et le reste est plutôt des modifications de notre système alimentaire. On a besoin de réduire le gaspillage et les pertes de nourriture, un tiers de ce qu'on produit. On a besoin de manger plus sainement avec beaucoup moins de viande. La viande est très, très peu efficace en termes de l'utilisation de terre et impact sur la biodiversité et sur le climat. Et on a besoin d'une distribution beaucoup plus équitable d'alimentation. Donc, c'est pour ça qu'une approche qui est beaucoup plus basée sur « et là, les données génétiques sont absolument fondamentales de faire ce basculement vers une agriculture qui est basée sur la biodiversité. » Et je termine sur quelques commentaires sur ces questions sociales, sur les questions d'équitabilité, les questions d'éthique. Donc, en 2014, dans le contexte de la Convention sur la diversité biologique, on a signé, pour beaucoup de pays, mais pas tous, le Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing. Et donc, pourquoi a-t-on fait ça? Donc, il crée un cadre d'échange et l'utilisation, accès à des données génétiques et biologiques. Donc, pourquoi a-t-on fait ça? C'était parce que, surtout, les grandes entreprises, surtout les entreprises pharmaceutiques et les entreprises cosmétiques, ont été allées dans les pays en développement, particulièrement, et ils ont pris, sans autorisation préalable, sans consentement avec les pays, sans consentement avec des populations locales, des entités biologiques. Ils ont exploité, ils ont gagné beaucoup d'argent, et aucun de ces bénéfices, en général, est revenu au pays ou aux populations locales où on a pris cette entité biologique. Donc, malheureusement, ça a créé beaucoup de problèmes pour la recherche. Donc, ça a empêché quand même, de manière assez importante, l'accès des données des entités biologiques. Mais depuis peu, et surtout depuis les créations des grandes bases de données génétiques, cet traité est en grande partie caduque. Donc, pourquoi? À cause de ça. Les industries pharmaceutiques, ils n'utilisent plus, ils ne vont pas aller chercher un organisme dans un pays en voie de développement et l'utiliser directement. Ils vont juste aller piocher dans les grandes bases de données génétiques. De l'industrie pharmaceutique, ils font presque plus de bioprospecting. Ils utilisent ces bases de données. Donc, comment va-t-on faire en sorte que les données génétiques des espèces qui sont présentes, surtout dans les pays en voie de développement, mais un pays tiers, qu'il y a l'autorisation d'utilisation de ces données et qu'il y a des bénéfices qui sont partagés. C'est vraiment un comble. Et le traité de Nagoya est complètement caduque par rapport à ça. Et donc, au COP15 en décembre 2022, il y a des grands principes qui étaient créés il y a un accord sur les grands principes sur ce qu'on appelle le Digital Sequence Information. Et heureusement, pour les scientifiques,
parmi eux sont que les données devraient être ouvertes et ça ne devrait pas empêcher la recherche ni l'innovation. Donc ici, sur votre droite, c'est un peu le principe qui est retenu pour l'instant. Globalement, on va avoir des données, donc au centre des données ouvertes de données génétiques, et il y aura un fonds multilatéral qui va récompenser d'une manière toujours très floue des pays qui sont des déteneurs d'informations génétiques et informations sur la biodiversité. Donc, on ne sait pas comment tout ça va marcher. C'est extrêmement compliqué. Et donc, aucun accord n'a été fait sur comment on va le faire. Et les pays en voie de développement est parti de la COP 15 extrêmement fâchés. Donc, et s'il reste aussi fâché que ça, on va fermer le robinet et il y aura beaucoup de problèmes d'accès à des données des pays en voie de développement. Donc, ça peut poser des gros problèmes en termes de recherche à la fois fondamentale et appliquée. Et je prends juste un exemple pour la raison pour laquelle ils sont, parmi plein d'autres, qui sont énervés. On donne l'exemple de SARS-CoV-2. Donc, c'était super, on avait des données génétiques, donc on a fait des vaccins contre le Covid très rapidement. Est-ce que les pays en développement ont profité de ça? Non. Voilà. Donc, on montre ça, on dit que ça va être super, on va avoir plein de données sur la biodiversité, ça va être super pour le développement durable, pour la santé et tout ça. On peut imaginer pourquoi ils sont un peu réticents par rapport à ça. Donc, conclusion, le potentiel de ces grandes bases de données sur la biodiversité génétique en particulier pour le développement durable sont absolument extraordinaires. Il y a malheureusement plein d'exemples de l'utilisation de données qui ne sont pas forcément utiles pour le développement durable. Et si on regarde, par exemple, dans le grand programme de Tara Ocean, ils sont cofinancés par 2 grandes entreprises de cosmétiques. Où l'un des très grands acteurs dans ces grandes bases de données, c'est le Sanger Institution, qui fait partie de Wellcome, qui est déjà au centre d'un très grand scandale de l'utilisation de données de l'Afrique sans autorisation préalable. Donc, il y a plein de raisons de penser que ce n'est pas que, même si les grands programmes internationaux affichent des objectifs qui sont très louables, très liés avec le monde durable, il faut vraiment faire attention. Et cette attention est surtout liée avec le contexte économique, politique et social. Et c'est pour ça qu'on a besoin pas seulement de recherche sur la génétique, pas seulement de recherche sur la biodiversité, il faut qu'on couple ça avec la recherche interdisciplinaire. On couple des chercheurs en économie, en sociologie, en agriculture, en climat, en écologie, pour faire en sorte qu'on peut en profiter au mieux de cet développement de connaissances qui est absolument extraordinaire. Merci.